Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur les fonctions. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus complet possible avec pratiquement toutes les questions qui pourraient être posées le jour du bac. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, je remercie ceux qui le font, ou éventuellement vous envoyer un petit message, si vous voulez que je traite quelque chose. Merci. L'énoncé, partie A, en fait c'est l'étude d'une fonction auxiliaire. Soit G, la fonction définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, par G de x égale x carré moins 1 plus ln de x. Question 1, étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, on ne demande pas les limites. Question 2, calculer g de 1, déterminer le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Partie B, en fait, c'est l'étude d'une fonction, petit f. On considère la fonction petit f définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale x moins ln de x divisé par x. On note C de f, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé O vecteur I vecteur J. On note grand D, la droite d'équation y égale x. Question A, déterminer la limite de la fonction f en 0 interprétée graphiquement. Question 1b, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Question 2a, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f' de x égale g de x divisé par x carré. Question 2b, étudier le signe de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini, dresser le tableau complet des variations de la fonction f sur 0 plus infini. Petit c, étudier les positions relatives de la courbe c de f par rapport à la droite d. Partie c, étude d'une primitive grand f de petit f. On considère la fonction grand f définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par grand f de x égale 1 demi de x carré moins ln de x au carré. Question 1, démontrer que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question 2, étudier la convexité ou la concavité de la fonction grand f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 3, on admet que la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x également l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x égale plus infini. Petit a, montrer que l'équation grand f de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Question 3b, à l'aide d'une calculatrice, déterminer un encadrement du réel alpha d'amplitude 10-2. Petit c, prouver que ln de alpha égale moins alpha. Question 4a, montrer que f de alpha égale alpha plus 1. Question b, grand E est le domaine du plan défini par les droites d'équation x égale alpha, x égale 1, la courbe C de f et l'axe abscisse. Assurer le domaine E sur le graphique donné en annexe. Calculer l'aire S du domaine grand E. Alors le domaine E, il faudra l'assurer sur le graphique donné en annexe. Voici le graphique donné en annexe avec la courbe de f et la droite d'équation y égale x plus 1 dans le repère orthonormé O vecteur I vecteur J. Quelques remarques dans la partie A, question 1, on dit qu'on ne demande pas les limites, mais ça ne vous empêche pas d'essayer de les trouver. Ensuite, il y a aussi les limites de la fonction grand f que vous pouvez essayer de déterminer. Bon, évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et puis d'essayer de chercher cet exercice. La correction dans quelques instants. Question 1 de la partie A, étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, on ne demande pas les limites. Alors, pour étudier les variations d'une fonction, en général, ça se passe en 3 étapes. La première étape, on va calculer la dérivée de g.
Deuxième étape, étudier le signe de G'. Et troisième étape, dresser le tableau de variation. Alors, première étape, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, G de x égale x carré moins 1 plus ln de x. Donc, G' de x va être égal à dérivée de x carré 2x moins 1 pour dériver 0. Et ln de x, ça pourra dériver 1 sur x. Alors, je vais m'arrêter là parce que le réflexe qu'on a souvent, c'est de mettre au même numérateur. Et puis, c'est plutôt bien parce que souvent, on a besoin de le faire. Mais ici, on va constater que le premier terme 2x est forcément strictement positif puisque x est strictement positif ici. Le deuxième terme 1 sur x est strictement positif et la somme de deux nombres réels strictement positifs est un réel strictement positif. De ce fait, 2x est plus grand que 0 et 1 sur x est plus grand que 0. Donc, 2x plus 1 sur x est plus grand que 0. Donc, G' de x est strictement positif. Alors, est-ce qu'on aurait pu s'en douter? Bien, quand vous regardez la fonction au départ, G de x égale x carré moins 1, plus ln de x carré moins 1 sur l'intervalle 0 plus infini est une fonction strictement croissante, et vous ajoutez ln de x qui est une fonction strictement croissante sur 0 plus infini, la somme de deux fonctions strictement croissantes sur un intervalle est strictement croissante sur cet intervalle. Bon, il nous reste à dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, nous venons de voir que la dérivée G' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est la double barre en 0, puisque la fonction g n'est pas dérivable en 0 non plus, elle n'est pas définie en 0, donc elle n'y est pas dérivable. Et puis ensuite, on va avoir besoin de dire que du coup, G est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors, on ne demandait pas les limites, je vais quand même essayer de vous les faire voir. Bon, je vous rappelle l'expression G de x. En fait, pour les limites, je vais considérer qu'il y a un premier terme x carré moins 1, et ici un deuxième terme ln de x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, première limite, on va chercher la limite de g en plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de x carré moins 1? X carré moins 1 tend vers plus infini. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de ln de x? Ln de x tend vers plus infini. Donc, la par somme, x carré moins 1 plus ln de x tend vers plus infini, ce qui vous permet de dire que g de x tend vers plus infini. De ce fait, dans le tableau de variation, on peut rajouter ici la limite plus infini. Deuxième limite que nous allons calculer, c'est quand x tend vers 0 plus, x carré moins 1 va tendre vers moins 1, 0 carré moins 1, et ln de x, on sait quand x tend vers 0 plus, après le cours, la limite c'est moins l'infini. Et donc, on doit ajouter moins 1 avec moins l'infini, x carré moins 1 plus ln de x va tendre vers moins l'infini, donc g de x va tendre vers moins l'infini. Tableau de variation, on peut rajouter moins l'infini ici. Bon. Question 2, calculer g de 1, déterminer le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini vers 0. Alors, vous voyez que j'ai quand même gardé le tableau de variation de la fonction g. D'ailleurs, on voit plus très bien le prime, là, hein, c'est g', et puis ici, on avait un signe plus. Bon, g de 1.
Alors, c'est 1 au carré, moins 1, plus ln de 1, puisque la fonction g était définie par g de x égale x carré moins 1 plus ln de x. Donc g de 1, bah, c'est en fait 1 moins 1, ça donne 0, et ln de 1, on sait que c'est 0, donc ça donne 0. Donc on peut ajouter le 0 dans le tableau de variation ici. Et donc, pour en déduire le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini, il est à peu près clair que, voilà, dans cette zone-là, on aura un signe moins, et puis dans cette zone-là, on aura un signe plus. Alors, ça peut se justifier, mais je pense qu'à partir du tableau de variation, vous pouvez donner le signe de la fonction g sur 0 plus infini. Donc, à l'écran, le tableau du signe de g de x. Alors, puisqu'on vous donne le droit d'avoir une calculatrice le jour du bac, n'hésitez pas quand même éventuellement à vérifier un peu ce qu'on obtient. Là, on va placer dans y1 la fonction x carré moins 1 plus ln de x. Alors, si on veut un graphique avec la courbe, on aura besoin de définir d'avoir quelques valeurs. Début de table, si on met 0, on va obtenir erreur, mais bon. Alors le pas, je vais mettre 0.5 et obtenir la table tout en haut à droite, c'est une calculette TI, donc on vérifie que G de 0 n'existe pas. Et puis ici, on a quelques valeurs qui peuvent nous permettre de régler un peu la fenêtre. Voilà, si on va jusqu'à x égale 3, on aura environ 9 en ordonnée, donc fenêtre. Alors, moins 1 jusqu'à 3, 4. Ici, par une graduation de 1. Ici, on a besoin d'aller chercher un petit peu en dessous de l'axe des abscisses. Alors, je vais mettre moins 2. On verra bien. Ici, on va mettre 10. Avec une graduation de 2, par exemple, pour les y graphes. Voilà, donc on va apparaître notre fonction. Alors peut-être que ce serait judicieux d'avoir un y min qui soit plus petit quand même. On va mettre moins 4, graphe. Bon, et donc ça permet de conjecturer aussi que la limite en 0 c'est moins infini, la limite en plus infini c'est plus infini. Allô? Oui. Désolé pour cette sonnerie intempestive, donc on avait le tableau du signe de g de x. Bon, j'en ai profité pour vous faire un graphique avec le logiciel GeoGebra et puis bien distinguer avec la droite d'équation y égale 0, l'axe des abscisses, le demi-plan situé au-dessus de l'axe des abscisses, colorié en bleu ciel, et puis le demi-plan de frontière l'axe des abscisses situé en dessous, colorié en rose. Et donc on retrouve le signe de la fonction g ainsi. G est strictement négatif sur 0, 1, ou vers 0 vers 1. Ici, vous avez G de 1 qui vaut 0, qui vaut 0. Ah. Et puis, on a G qui est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert 1.
Question 1a de la partie B, déterminer la limite de la fonction petit f en 0, donc ici sans 0 plus, hein, interprétée graphiquement. Alors, je vous ai rappelé l'expression de f de x, qui est x moins ln de x sur x. Quand x tend vers 0, bah, le premier terme, petit x, va tendre vers 0. Et puis, on va s'intéresser surtout au deuxième terme, ln de x sur x, et on va chercher sa limite quand x tend vers 0 plus. Alors, limite quand x tend vers 0 plus du numérateur ln de x, eh bien, il est égal à moins l'infini. Et la limite du dénominateur, petit x, c'est 0 plus. Et donc, par quotient, on va avoir la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x qui va être égal à... Alors, moins l'infini divisé par 0 plus, ça n'est pas une forme à déterminer, ça va vous donner moins l'infini. C'est aussi moins l'infini multiplié par l'inverse des 0 plus, c'est-à-dire moins l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne bien moins l'infini. Et donc, on va pouvoir maintenant trouver la limite de f de x. Hein, limite, quand x tend vers 0 plus de x, on sait que c'est 0. C'est même 0 plus si on veut, mais bon. Et la limite qu'on vient de trouver, hein, quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x, c'est moins l'infini. Donc, par différence, la limite de x moins ln de x sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est 0 moins l'infini, donc on va trouver plus l'infini. Interprétation graphique, puisque la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est plus l'infini, on va pouvoir dire que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de 0. Voilà pour l'interprétation graphique. Question 1b de la partie B, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Alors on sait que f de x c'est x moins ln de x sur x. Le premier terme x va tendre vers plus infini, et puis le deuxième terme, je vais prendre ln de x divisé par x, ben on a besoin de connaître sa limite. Quand x tend vers plus infini, le numérateur va tendre vers plus infini, le dénominateur aussi. Donc on a affaire à une forme indéterminée, plus l'infini sur plus infini. Alors je ne vais pas te le rédiger, vous pouvez le faire le jour du bac. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qu'on connaît quand x tend vers plus infini, c'est que x l'emporte sur ln de x. Ce qui fait que le cours nous dit que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus infini, en fait, c'est 0. C'est comme si on avait 1 sur x, quoi. Et donc, je vais écrire les limites du premier terme, petit x, quand x tend vers plus infini, qui est égal à plus infini. Donc, par différence, on va avoir la limite quand x tend vers plus infini de x moins ln de x sur x, qui va être égal à plus infini moins 0, c'est-à-dire plus infini. Et donc, la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale à plus infini. Voilà. Question 2a, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f' de x égale g de x divisé par x carré. Évidemment, la fonction g qui intervient ici, c'est la fonction de la partie a. Alors, nous, on va dire que f de x, c'est x moins ln de x sur x. Donc, f' de x va être égal à 1 moins
Et là, il va falloir qu'on dérive un quotient. Alors, on peut très bien rappeler les formules, etc. Je vais essayer de le faire ici à peu près directement. Au numérateur, on va avoir x au carré. Et puis au numérateur, on dérive ln de x, 1 sur x, qu'on multiplie par le dénominateur x, moins on conserve ln de x, qu'on multiplie par la dérivée du dénominateur. Autrement dit, je vais quand même peut-être l'écrire, u sur v', c'est u'v moins uv' divisé par v carré, et puis ici u de x c'était ln de x, u' de x 1 sur x, v de x c'était x, et v' de x c'est 1. Bien, alors du coup on va pouvoir dire que f' de x égale, alors bien évidemment 1, on pourrait le mettre sous la forme x carré sur x carré pour avoir le même dénominateur, moins 1 sur x, c'est 1, moins ln de x, le tout divisé par x au carré. Et ce qui fait que f' de x va être égal, on va prendre un dénominateur commun qui est x carré, bien sûr. Et au numérateur, on va obtenir x carré moins 1. Et attention, moins facteur de 1 moins ln de x, ça nous donne moins 1 plus ln de x, donc ici plus ln de x. Et en fait, on trouve bien le résultat attendu, il suffit de dire que f' de x, c'est bien g de x divisé par x au carré. Question 2b de la partie B, étudier le signe de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Dresser le tableau complet des variations de la fonction f sur cet intervalle 0 plus infini. Alors, pour le signe de f' de x, on peut remarquer qu'ici, le dénominateur x au carré est toujours strictement positif. Donc, f' de x va avoir le même signe que g de x. X carré est strictement positif, donc f' de x a le même signe que g de x. Et le signe de g de x a été étudié dans la partie A. Bon, alors du coup, on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f. Allons-y. X. f' de x, f de x. Alors, 0, on sait qu'on va avoir besoin de 1 parce que la dérivée f' de x va s'annuler en 1. On ne peut pas oublier la double barre en 0 quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est que le signe de f', ici, on avait f' qui va être strictement négatif sur l'intervalle 0,1 vers 0 vers 1, f' qui est strictement positive sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1, d'après le signe de g. Et donc, au niveau des variations, eh bien, on va obtenir que f est strictement décroissante sur 0,1 ouvert en 0 et en 1. Et puis f est strictement croissante sur 1 plus l'infini à z. En ce qui concerne les limites, on les connaît. Alors, on va indiquer la limite en 0. On a vu que c'était plus infini. La limite en plus infini, on a vu que c'était plus l'infini. Et puis, on a besoin de calculer f de 1.
Alors f de 1, c'est 1 moins ln de 1 sur 1, donc ça va nous donner un moins 0, c'est-à-dire 1. Donc on va pouvoir indiquer la valeur minimale de f, je vous laisse la trouver. Hein. Donc voilà le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus infini. Question 2, c'est la partie B, étudier les positions relatives de la courbe C de f par rapport à la droite D. La droite D, on nous disait que c'est la droite d'équation y égale x. Alors comme dans l'annexe, on vous donne la courbe représentative de f, vous pourriez tracer la droite d'équation y égale x pour déjà conjecturer ces fameuses positions relatives. On va le faire avec une calculatrice. Alors avec la calculatrice, on va dans le menu y1, on va taper x moins ln de x divisé par x. Alors ici, j'ai une parenthèse en trop. Voilà pour notre fonction. Et puis, on peut aussi placer dans y2, on va placer x pour avoir la droite d'équation y égale x. Alors évidemment, il va peut-être falloir changer un petit peu la fenêtre de notre graphique. Alors, dans la table, je vais quand même essayer de calculer quelques valeurs avec y1, y2. Bon, y1 surtout, donc là, minimum, on retrouve que c'est en 1. Bon, on va aller jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 5 à peu près. Hein. Donc, fenêtre, on va mettre moins 1, 5. Graduation 1, moins 6, c'est pas la peine, puisque la valeur minimale, c'est 1 pour la fonction f. Bon, je vais mettre moins 1 quand même pour qu'on ait l'axe des abscisses. Ici, on peut peut-être mettre à nouveau 5, hein, en fait, et puis par une graduation de 1, graphe. Donc, voilà notre courbe de f, coloriée en bleu, et la courbe correspondant à la droite d'équation y égale x, qui est coloriée en rouge, et donc on a l'impression que voilà, il y a un point important, c'est le point d'intersection. Alors sur cette calculette avec le menu calcul, on peut aller chercher l'intersection. Bon, ici, on devrait pouvoir voir quel est ce point d'intersection. Ben, c'est le point de coordonnées 1 apparemment. Donc sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1 si on veut. La courbe C de f semble au-dessus de la droite d'équation y égale x, et puis sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1, la courbe C de f semble en dessous de la droite d'équation y égale x. Alors comment va-t-on procéder par exemple, si je considère une abscisse x, et puis évidemment sur la droite d'équation y égale x, le point correspond à la coordonnée x. Si j'imagine que j'ai un point m d'abscisse x, son ordonnée c'est f de x, si le m appartient à la courbe de f, et donc en fait, ici f de x est supérieur ou égal à x sur mon dessin, ce qui veut dire que f de x moins x est positif, mais on pourrait très bien avoir le point m qui se situe en dessous. En fait, la tactique, c'est de prendre pour tout réel x de 0 plus infini, on pourrait prendre une fonction auxiliaire, tiens, après tout, je vais lui donner un nom, petit h de x, et puis qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer d'exprimer f de x moins x. Et on va étudier le signe de la fonction h, ce qui nous donnera les positions relatives de la courbe C de f et de la droite D. Et donc ici, on va pouvoir dire que h de x est égal à x moins ln de x sur x moins x. Ce qui nous donne tout simplement h de x égale moins ln de x divisé par x. Comme x est strictement positif ici, h de x va avoir le même signe que moins ln de x. Alors dans mon polycopier de correction, il se pourrait que j'ai utilisé une fonction qui s'appelle x moins f de x, en prenant l'opposé de ce que j'ai pris ici, pour qu'on ait à la fin ln de x sur x, ce soit plus simple, mais bon, peu importe. Donc h de x, là on peut dire que h de x a même signe que moins ln de x. Et on connaît le signe de ln de x, donc on va connaître le signe de moins ln de x.
Bon, imaginons qu'on ait besoin de le retrouver. Alors, j'aurais pu dire que quand même, pourquoi, car x est strictement positif. Donc h de x sera strictement positif si et seulement si moins ln de x est strictement positif, ce qui signifie que ln de x est strictement négatif, ce qui veut dire encore que, alors si on passe par exemple par la fonction exponentielle, pourquoi pas, on conserve l'ordre de l'inégalité puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, ce qui va nous donner x plus petit que 1. Bon, connaissant le signe de h de x, on va pouvoir en déduire les positions relatives de la courbe C de f et de la droite D. Bon, voici comment je vais rédiger donc un tableau de signes de h de x, et puis on va en déduire les positions relatives de C de f et de la droite D. Alors h de x c'est f de x moins x, donc quand h de x est positif, ça veut dire que la courbe C de f est située au-dessus de la droite D. Et puis, c'est sur l'intervalle 0,1, ou vers 0 vers 1, sur l'intervalle 1 plus infini, ou vers 1, la courbe C de f, du coup, va être située en dessous de la droite D. Donc voilà, pour les positions relatives, c'est une façon de procéder. Question 1 de la partie C, démontrer que la fonction grand F est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors, on rappelle que pour trouver l'x strictement positif, petit f de x égale x moins ln de x sur x, et que grand f de x égale un demi de x au carré moins ln de x au carré. Alors attention, ln de x, le tout au carré, là c'est ln de x multiplié par ln de x. Alors, il y a deux façons de procéder ici. On peut partir de petit f et chercher une primitive de petit f, et puis montrer que cette fonction de grand f en est bien une, ou bien, puisqu'on connaît l'expression de grand f, le plus simple, c'est d'aller dériver grand f, et puis de trouver de petit f. Bon, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour dériver grand f, ça nous donne un demi. La dérivée de x carré, c'est 2x, moins, et attention, ici, on a besoin de dériver un carré, et puis quand on dérive un carré, on a 2 fois la fonction en question ln de x multipliée par sa dérivée ln de x, qui est 1 sur x. Donc, f' de x va être égal à... Eh bien, quand on développe 1 demi fois 2x, on va bien obtenir x, moins 1 demi fois 2, ça donne 1, et puis ici, on a 1 sur x fois ln de x, qui donne bien ln de x sur x, et donc grand f' de x est égal à petit f de x, et donc on a bien grand f' égale petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc grand f est bien une primitive de petit f sur cet intervalle. Vous trouverez dans le polycopier de correction en fait la deuxième méthode qui consiste à partir de petit f pour essayer de trouver grand f. Je vais pas le faire là parce que la vidéo va être assez longue. Question 2 de la partie C, étudier la convexité ou la concavité de la fonction grand f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors nous, on sait que grand f' égale petit f sur cet intervalle. Et comme on connaît les variations de petit f, ça nous donnerait les variations de grand f', et donc nous donnerait la convexité ou concavité de la fonction grand f. Mais je vais quand même utiliser la dérivée seconde, puisqu'ici petit f est dérivable. Grand f seconde, c'est petit f'. Et donc en général, on utilise le signe de f', petit f', c'est le signe de f seconde, pour obtenir la concavité ou convexité d'une fonction. Donc allons-y comme ça, et puis on sait que grand f seconde, du coup, va avoir un certain signe. Alors il faut connaître le signe de f', on l'a vu. Dans mes souvenirs, f seconde va être... j'ai oublié de dire ce que ça va être.
Il me semble négatif sur l'intervalle 0,1. Je vais quand même aller rechercher le signe de f' dans ma correction parce que je me souviens plus très bien. Donc, grand F va être concave sur cet intervalle 0,1. Ouvert en 0 et fermé en 1 ici, puisque on travaille avec des inégalités larges pour la dérivée seconde. Bon. Alors, ensuite, on peut dire que grand F seconde est positif sur l'intervalle 1 plus infini fermé en 1. Donc, grand F est convexe sur cet intervalle. Bien, comme on change de concavité, ça veut dire qu'il y a certainement un point d'inflexion, on va préciser. Donc je vous indique le signe de grand F seconde, qui est le signe de petit f', et puis on va dire que grand F seconde s'annule une seule fois en fait, en 1. En changeant de signe. Ça, évidemment, c'est important. Et donc, la courbe C de grand F possède un seul point d'inflexion que je vais appeler K, d'abscisse 1. Évidemment, ce serait bien d'avoir l'ordonnée du point K. Alors, pour obtenir l'ordonnée du point K, il faut calculer f de grand F de 1, qui est donc 1 demi de 1 au carré moins ln de 1 au carré. Ln de 1 vaut 0, donc on va obtenir 1,5. Donc on connaît l'ordonnée du point K. Alors un complément, on pourrait utiliser une calculatrice, je ne vais pas le faire pour gagner du temps. La courbe de grand F est coloriée en bleu ici. Et puis la tangente au point K, la courbe de grand F est coloriée en rouge. En fait, c'est la droite d'équation y égale x moins 1,5. Vous pouvez le démontrer d'ailleurs. Et puis sur l'intervalle 0,1, pardon, ouvert en 1, la courbe C de grand F est située en dessous de cette tangente. La fonction grand F est concave sur l'intervalle 0,1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe de grand F est située au-dessus de sa tangente TK. Grand F est convexe sur l'intervalle 1 plus infini. Bon. Alors, je vais pas aller peut-être vous chercher l'équation de la tangente, mais vous devriez savoir que quand même TK a pour coefficient directeur grand F' de 1. Et grand F' de 1, ici, c'est tout simplement petit f de 1, et petit f de 1, c'est pas très difficile à calculer, et vous obtiendrez 1. Bon, puis ensuite, il suffit d'aller chercher et essayer de trouver l'ordonnée à l'origine. Vous avez même une formule pour une équation de tangente. Question 3. Montrer que l'équation grand F de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va avoir besoin de connaître les variations de la fonction grand F, parce que ici, on va faire intervenir le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on sait que sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, eh bien, grand F', c'est petit f. Et on connaît le signe de petit f à partir des variations de petit f. On avait vu que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini,
eh bien, petit f admet un minimum en 1 et ce minimum vaut 1. Donc f de x est supérieur égal à 1. Donc f de x, petit f de x est strictement positif. Variation de grand F, du coup, alors, dans l'énoncé, on nous disait d'admettre certaines limites d'ailleurs. Donc en 0, une double barre. Grand F n'est pas défini, donc grand F n'est pas dérivable. Grand F' de x, son signe, c'est celui de petit f. Donc, grand F' est strictement positive, ce qui fait que grand F est strictement croissante sur 0 plus infini. Alors, pour les limites, il me semble qu'on avait plus infini ici, et puis en regardant en plus la courbe de grand F de tout à l'heure, nous avons comme limite moins l'infini. Bon, ce qui fait que à partir de ce tableau de variation, on va pouvoir dire que pour passer de moins l'infini à plus infini, on va le faire pour une certaine valeur qui va être 0. Voilà. Passer par 0 une seule fois pour une certaine valeur alpha. Bon, alors en général, je préfère qu'on rédige ce genre de choses. Apparemment, le genre du bac, vous pouvez dire d'après le tableau de variation de grand F, et puis le fait que vous ayez indiqué 0 alpha, vous pouvez dire que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique, notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Alors voici la rédaction que je préconise, parce que dans le post-bac, il faudra rédiger a priori. Donc grand F est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, donc grand F est continu sur cet intervalle 0 plus infini. Grand F est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. L'image par grand F de 0 plus infini, c'est moins l'infini plus infini. Le réel 0 appartient à cet intervalle d'arrivée moins l'infini plus infini. On en déduit que l'équation f de x égale 0, grand f de x égale 0, possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Question 2b, à l'aide d'une calculatrice, déterminer un encadrement du réel alpha d'amplitude 10 puissance moins 2. Donc je vais aller chercher une TI. Alors, il ne faut pas oublier que dans Y1, il va falloir modifier la fonction qui est créée. Je vais carrément tout annuler. Bon, Y2, je vais annuler. Et il faut placer grand F de X. Alors, grand F de X, c'était 1/2 multiplié par, alors on avait X au carré. Ah, mazette. Moins ln de x le tout au carré. Donc je vais ouvrir une parenthèse, faire un petit peu attention ici. Ln de x, parenthèse, qu'on va mettre au carré. Alors, chapeau 2 par exemple. Voilà, et fermer la parenthèse. Bon, et puis, pour trouver une valeur approchée de alpha, on va effectuer un balayage. Alors commençons par définir dans la table peut-être une valeur initiale. Alors 0 par exemple, et puis 0.1 parce que on va voir dans la table si on passe d'une valeur négative à positive, et effectivement l'image de 0,5 par grand F est strictement négative, alors que l'image de 0,6 par grand F est strictement positive. Alors, comme on nous demande un encadrement à 10 moins 2, on va avoir besoin d'aller chercher une autre décimale. Bon, on va reprendre notre définition de table et démarrer à 0,5. Et avec un pas de 0,01. On va rechercher la table et effectivement on va obtenir ici
l'image de 0,56, une valeur rapprochée, l'image de 0,57, une valeur rapprochée, puis on s'aperçoit qu'on passe d'une valeur strictement négative à une valeur strictement positive. Bon, maintenant, on peut rédiger. Grand F de 0,56 va être environ égal à moins 0,011 et grand F de 0,57 environ égal à plus 0,004. Donc ça permet d'écrire que grand F de 0,56 est strictement négatif, strictement inférieur à grand F de 0,57. On va remplacer 0 par grand F de alpha. Et comme f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini notamment, on va pouvoir dire qu'en passant aux antécédents, on ne change pas le sens des inégalités. Ce qui nous donne l'encadrement du réel alpha d'amplitude 10-2 suivant, 0,56, strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à 0,57. Question 2c, prouver que ln de alpha est égal à moins alpha. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce fameux nombre alpha? Eh bien, on sait que grand F de alpha vaut 0. Et donc, un demi de alpha au carré moins ln de alpha, le tout au carré, est égal à 0, ce qui nous donne donc alpha carré moins le carré de ln de alpha, qui est égal à 0. Et là, on peut remarquer qu'on a une identité remarquable, et on va pouvoir dire que c'est alpha moins ln de alpha, facteur de alpha plus ln de alpha, qui est égal à 0. Et donc, grâce au théorème du produit nul, ou bien on a alpha moins ln de alpha égale 0, ou bien alpha plus ln de alpha égale 0, ou bien les deux. Mais bon, les deux, à mon avis, c'est exclu ici. Donc, on pourrait dire, par exemple, que ou bien on a ln de alpha qui est égal à alpha, ou bien ln de alpha qui est égal à moins alpha. Alors, dans la question, on nous dit de démontrer que ln de alpha est égal à moins alpha. Bon, ça veut dire qu'a priori, ça ne va pas être possible, notamment, d'avoir ln de alpha égale à alpha. Alors, pourquoi ça ne va pas être possible? On sait des choses sur alpha. On a vu que alpha était strictement compris entre 0,57 et 0,56. Ce qui fait qu'on peut dire que ln de alpha est strictement négatif. Et donc, ln de alpha qui est strictement négatif ne peut pas être égal à alpha qui est strictement positif. Donc, en définitive, cette égalité-là ne peut pas être remplie. Donc, forcément, on a ln de alpha égale moins alpha. On ne peut pas avoir ln de alpha égale à alpha, puisqu'un nombre strictement négatif peut être égal à un nombre strictement positif. Et donc, on a forcément ln de alpha qui est égal à moins alpha. Petite cerise sur le gâteau, c'est pas demandé dans l'énoncé. Ici, je vous ai tracé la courbe de grand F, la courbe de la fonction logarithme népérien, coloriée en rouge, et puis la droite d'équation y égale moins x. Alors, alpha, on sait le situer, ça correspond au point d'intersection entre la courbe de grand F et puis l'axe des abscisses. Et puis, si on s'intéresse au point d'intersection de la courbe de la fonction logarithme népérien de la droite d'équation y égale moins x, le point B, son abscisse c'est forcément alpha, son ordonnée c'est ln de alpha, donc c'est moins alpha. Ce qui fait qu'on peut représenter un beau carré
avec le point O, le point B, où B c'est une diagonale de ce carré. Donc O alpha, grand B, moins alpha est un carré. Joli. Question 4a, montrer que petit f de alpha égale alpha plus 1. Alors nous, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que grand f de alpha vaut 0 notamment. Et puis on vient de voir aussi que ln de alpha c'est moins alpha. Alors reprenons f de x quand même. F de x c'était x moins ln de x divisé par x. Et donc petit f de alpha, c'est alpha moins ln de alpha divisé par alpha. Or, on vient de voir que ln de alpha, c'est moins alpha. Bon, donc, on va pouvoir dire que petit f de alpha égale alpha moins. Alors, au numérateur, on va remplacer ln de alpha en fonction de alpha, c'est moins alpha divisé par alpha. Bon, je pense que vous voyez que du coup, f de alpha va être égal à alpha moins 1, c'est-à-dire alpha plus 1. Question 4b de la partie C. E est le domaine du plan défini par les droites d'équation x égale alpha, x égale 1. La courbe C de f est l'axe des abscisses. Sachez le domaine E sur le graphique donné en annexe. Voici le graphique qui avait été donné. Calculer l'aire S du domaine grand E. On a un certain nombre de choses à dire. Alors, on peut déjà peut-être commencer par essayer de voir ce que c'est que ce domaine du plan. Alors, x égale 1, ça c'est, il suffit de tracer la droite d'équation x égale 1. Alors là, je vais peut-être essayer de prendre une couleur un peu plus visible. Je sais pas si le vert va nous aider. Eh oui, c'est pas toujours facile quand on fait des tracés à la main comme ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, x égale 1. Bon, à peu près. Alors, on a besoin aussi de x égale alpha. Alors, comment trouver alpha? Ici, on vous a représenté la droite d'équation y égale x plus 1. Et nous, on vient de voir dans une question précédente que f de alpha, c'est alpha plus 1. Ce qui veut dire que comme f de alpha, c'est alpha plus 1, alpha est solution de l'équation f de x égale x plus 1. Et donc, on va s'intéresser au point d'intersection ici qu'on voit sur la courbe. Alors, je vais lui donner un nom, ce point, peut-être. Et puis, son abscisse, c'est forcément alpha, qui est bien proche de 0,5. On avait trouvé que alpha était entre 0,56 et 0,57. Voilà mon nombre alpha, ce qui fait que si je prolonge mon tracé, je peux quasiment tracer la droite d'équation x égale alpha. Ensuite, la courbe C de f, on l'a, et puis on nous dit avec l'axe des abscisses. Bon, je vais essayer d'assurer au mieux. Le domaine grand E. Et ce domaine grand E, on va essayer de le définir autrement en disant que grand E est défini par quoi? Eh bien, on a petit x qui est compris entre alpha et 1. Et on a petit y qui est compris entre 0 et f de x. Grand E, c'est l'ensemble des points M de coordonnées xy qui vérifient ces doubles inégalités. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir ensuite calculer l'aire du domaine E? On sait des choses sur petit f. Petit f a des dérivables sur 0 plus infini, donc continue sur 0 plus infini. Petit f est positif, même strictement positif, sur cet intervalle 0 plus infini. C'est pour ça qu'on a pu écrire f de x ici, qui est supérieur ou égal à 0. La courbe de f est située au-dessus de l'axe des abscisses. Bon, et puis avec tout ça, on va calculer l'aire du domaine E.
Donc f étant dérivable sur 0 plus infini, f est continue sur 0 plus infini, ce qui nous permet de dire notamment que petit f possède des primitives sur cet intervalle. On en connaît une, c'est grand f, et puis petit grand e, le domaine, là, est défini par x est compris entre alpha et 1, et y est compris entre 0 et x. Donc petit s qui est l'aire de grand E, alors normalement on devrait dire en unité d'air, c'est un peu oublié maintenant, mais bon, en unité d'air, a priori. Et donc petit s, c'est donc l'intégrale de, alors x varie entre alpha et 1, donc l'intégrale de alpha à 1, et puis ici y varie entre 0 et f de x, donc petit f de x dx. Alors toujours en unité d'air a priori, et donc petit s, eh bien on va prendre une primitive de petit f, on en connaît une, c'est grand f. Ça sera grand f de 1 moins grand f de alpha. Donc pour éviter du cours. Bon, grand f de alpha, on sait que c'est 0, faut pas l'oublier. Hein. Et donc petit s, ça sera tout simplement grand f de 1 en fait ici. Bon, on connaît une expression de grand f de x, on va chercher grand f de 1. Donc grand f de 1, ça sera un demi de 1 au carré moins ln de 1, le tout au carré. Bon, ln de 1, on sait qu'il vaut 0, donc finalement, on va avoir un demi multiplié par 1, et donc grand f de 1 va être égal à 1 demi. Ce qui nous permet de dire que petit s, qui est l'aire de E, c'est égal à 1 demi en unité d'air. Alors avec le logiciel GeoGebra, on peut calculer le nombre S. Hein, c'est le nombre S ici, c'est l'intégrale de f de alpha à 1. Et puis voilà, GeoGebra confirme bien que cette R vaut 0,5. Cette vidéo est terminée pour moi, je vous souhaite une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.